Coucou les zouzous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas à la maison parce que c'est une petite vidéo surprise. Donc aujourd'hui, vous avez dû le voir avec le titre, on va vous parler du collagène parce que j'ai une invitée. Ça fait un bout de temps d'ailleurs qu'on a envie de filmer, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Et donc aujourd'hui, on va parler du collagène. Et vraiment l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner en fait un petit peu tout un arsenal pour vous aider à d'abord préserver votre collagène et surtout quelles sont en fait toutes les techniques et les possibilités pour augmenter la synthèse de collagène qui malheureusement commence à décroître autour de la vingtaine. Donc pour commencer, et ça c'est toujours on va dire le plus important, c'est qu'il faut préserver son capital. Et j'ai aussi vous redonner 2-3 mots un petit peu sur le collagène. Le collagène, c'est ce qu'on appelle une protéine, c'est une protéine structurale qui se trouve en fait au niveau de votre derme. Donc en fait, si vous prenez votre peau et que vous faites une tranche, vous allez voir que vous avez la partie supérieure qu'on appelle l'épiderme. En fait, c'est ce que vous touchez avec votre doigt. Et juste dessous, en fait, on a ce tissu particulier qu'on appelle le derme. Le derme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tissu qui est un peu comme un gel finalement, un gel d'acide hyaluronique qui va contenir différentes molécules et quelques cellules. Il y a très peu de cellules. Une des cellules dont je vous ai souvent parlé, ce sont les fibroblastes. Et les fibroblastes, ce sont les cellules qui vont fabriquer cet acide hyaluronique, également ce collagène, l'élastine aussi. Alors le collagène, en fait, c'est une protéine qu'on appelle de structure. C'est un petit peu comme les charpentes que vous avez dans une maison pour donner en fait de la cohésion. Et l'élastine, c'est aussi une protéine structurale qui va donner l'élasticité de la peau. Et malheureusement, ces composants-là et également l'acide hyaluronique au niveau du derme, on en fabrique moins. Et c'est pas juste qu'on en fabrique moins, c'est que leur assemblement dans l'espace, c'est-à-dire la structure même, en fait, si vous voulez, de cette charpente-là, va être déstructurée. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble. Ce qui a été clairement démontré, et c'est ce que je vous répète depuis le jour 1 de ma chaîne, c'est que l'impact des UV a un rôle complètement dramatique sur les différents éléments de la peau, dont la synthèse de collagène. Alors non seulement en fait les UV vont empêcher littéralement vos fibroblastes de fabriquer ce collagène, et ça je vous l'avais montré, vous avez un des récents papiers qui a été publié par L'Oréal sur leur nouveau filtre solaire qui protège les UVA. En fait ils ont pris des petites biopsies de peau qu'ils ont irradiées aux UVA. Et ce qu'ils ont montré, c'est que même pas un quart d'heure après l'irradiation, vous n'avez plus du tout de fibroblastes. Ça, je vous le dis parce que c'est quelque chose que quand vous allez sortir dehors sans protection solaire, vous aurez l'impression qu'il va rien se passer sur votre peau. Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. La dégradation de votre collagène, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Pourtant, c'est quelque chose qui se passe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ça qui va donner ce relâchement cutané. Donc, c'est vraiment important. Les UVA vont aussi abîmer le collagène qui a déjà été fabriqué. C'est-à-dire que les fibroblastes, en fait, ils vont faire du petit collagène, pour ainsi dire, qui est une triple hélice, qui ensuite va s'organiser dans l'espace pour faire un petit peu comme des énormes câbles qui vont en fait structurer votre derme. Je vous donne aussi souvent l'image, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous l'avais fait, mais c'est un peu comme un pont suspendu où vous avez ces énormes câbles. Si vous regardez la structure de ces câbles, en fait, vous verrez que c'est un petit fil d'acier qui a été assemblé encore une fois et qu'on a de nouveau réassemblé. C'est un petit peu la même chose en fait au niveau du derme et cette structure-là va être aussi impactée par les UVA, en particulier les UVA. Ce qui a été démontré, en fait, c'est que c'est un effet qui est indirect par la production d'antioxydants. Il y a probablement d'autres mécanismes et c'est quelque chose qui n'a pas été encore bien élucidé. Par contre, on sait clairement que, comme d'habitude, l'exposition aux UV va dégrader tout ça. Donc, le simple fait, en fait, d'utiliser une protection solaire, donc, ce que je vous dis toujours, un SPF 50+, avec au moins un logo UVA, ça vous garantit un minimum de protection UVA et c'est ça, en fait, qui, au long cours, vous allez diminuer l'impact de ces UV sur votre peau. Et j'insiste bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que même un SPF 30 est suffisant. Non, en fait un SPF 30, vous aurez une protection UVA qui va être beaucoup plus faible. N'oubliez pas que par la réglementation européenne, quand vous avez ce petit logo UVA, la protection UVA est au minimum d'un tiers du SPF. Donc avec un SPF 30, vous avez une protection UVA de 10, donc c'est de la rigolade, c'est rien du tout. Avec un 50+, vous avez un minimum de 20. Et vous savez que moi, ce que je vous dis souvent, c'est de privilégier même ces solaires que moi-même je qualifie d'hardcore, c'est-à-dire qu'ils ont une protection UVA au minimum de 30. Et quand vous allez du coup vous en servir, vous allez être protégé aussi au cours de votre journée, vous allez diminuer l'impact de ces UVA. Donc la première chose dans l'arsenal, ce que je vous répète depuis toujours, c'est votre protection solaire qui va empêcher en fait la dégradation de ce collagène et surtout empêcher de flinguer
vos fibroblastes. Ensuite, c'est là où vous allez pouvoir commencer à réfléchir quels sont finalement en fait, les actifs qui vont pouvoir aider au niveau cutané à booster la à booster la synthèse de collagène. Donc, il y en a plusieurs, vous en avez même énormément, vous avez plein de marques d'ailleurs qui jouent un petit peu là-dessus. Le rationnel qui est toujours le plus important, et c'est ce que je vous dis, c'est en fait quelles sont les études cliniques où on a appliqué le produit en gros sur notre peau, sur nous les humains, et est-ce que ça a vraiment induit une synthèse de collagène. C'est vraiment quelque chose d'important parce que vous avez beaucoup de marques, et c'est d'ailleurs une obligation légale, c'est que si on vous dit que ça induit l'induction de collagène, il faut que ce soit prouvé. La majorité du temps, ça a été prouvé in vitro, c'est-à-dire qu'on a pris par exemple des cellules de peau, des fibroblastes, on a mis cet actif, puis on a regardé à la fin, est-ce que j'ai plus de collagène, oui ou non. Mais c'est pas la réalité. Vous n'appliquez pas une crème directement sur votre derme, vous l'appliquez sur votre barrière cutanée. Donc les deux actifs, et ça je vous en parle depuis très très longtemps, le premier, je pense que vous le savez déjà, c'est le rétinol. C'est pour ça que je vous parle autant du rétinol et même pas du rétinaldéhyde, c'est parce qu'on a vraiment des données sur l'humain où ça a été appliqué sur notre peau à nous et en particulier sur la peau du corps, là où souvent la barrière cutanée est la plus épaisse, et on a vraiment la démonstration que après application, on a vraiment une induction du collagène. Vous avez également la même chose avec la vitamine C. On a beaucoup moins d'études, mais on en a quand même une qui a été d'ailleurs financée par les laboratoires de La Roche-Posay, qui ont montré en fait qu'on avait une induction chez l'humain du gène, des différents gènes du collagène qu'on appelle CoLA, C-O-L-A. Et on a bien une augmentation. On a aussi des données sur la peau de cochon en fait, qui est quand même un modèle qui est assez proche de la peau humaine, donc très probablement que si vous utilisez un bon sérum à la vitamine C, ça devrait fonctionner. Alors moi, les rétinols que je vous recommande, ce sont ceux en fait de 3 marques. Les rétinols entre guillemets pour débutants, ce sont ceux de la marque Paula's Choice. Ça fait très très longtemps que je vous en parle. Ce sont aussi des produits qui sont en packaging airless, ce qui est très très important, comme tous les rétinols dont je vous parle. Et c'est surtout que je les ai testés sur pas mal de personnes, parce que vous êtes très nombreuses à me dire oui, mais moi j'ai essayé le collagène le rétinol de telle marque, etc. Très souvent, quand c'est mal formulé, le rétinol est oxydé, donc il est inefficace. Donc c'est pour ça que je fais toujours très très attention dans mes recommandations, parce que je veux être sûr qu'ils fonctionnent. Donc ceux de Paula's Choice, en particulier le 0,3%, je vous en ai parlé 200 millions de fois. Vraiment pour débuter, c'est l'idéal. Vous avez ensuite ceux de chez Dermaceutique, qui sont très très bien formulés, qui sont à 0,5% et 1%. C'est déjà des rétinols plus experts, parce que la façon dont ça a été fait, en fait, la pénétration du rétinol est beaucoup plus efficace. Donc potentiellement, ça va être plus irritant. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur comment commencer à introduire le rétinol, donc je ne vais pas vous les redétailler. Et vous avez enfin ceux de la marque Nuance. Pour moi, ceux de la marque Nuance, actuellement parlant sur le marché, c'est un petit peu la Rolls-Royce, parce qu'ils sont aussi associés à des peptides, je vais vous en parler très rapidement, dont des peptides qu'on appelle pro-collagène, qui sont censés induire aussi, plutôt augmenter la synthèse de collagène. Je vais vous en parler juste après. Mais ça, c'est un petit peu les 3 grandes familles. Comme toujours, vous allez tout retrouver dans la description. Après les rétinoïdes, vous avez la vitamine C, comme je vous l'ai dit. La vitamine C, en fait, que je vous recommande le plus, c'est celle de la marque Geek & Gorgeous. C'est la moins chère du marché et c'est surtout une vitamine C qui est faite fraîche. Faites attention, je vous l'ai énormément répété et j'ai tout le temps des questions, en particulier sur Instagram. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide. C'est vraiment la vitamine dont vos cellules se servent quotidiennement et que vous retrouvez entre autres dans vos cellules de peau. D'ailleurs, il a été démontré que quand la peau est exposée 15 minutes au soleil, donc 15 minutes c'est quand même très très court, vous avez 100% de cette vitamine C qui a été consommée à cause des radicaux libres. J'espère que ça imprime un petit peu dans votre tête, ça vous démontre encore l'importance de se protéger du soleil. La vitamine C, ce qui est important, c'est que ce soit un sérum qui soit aqueux, formulé à un pH inférieur à 3,4. Donc en gros un pH de 3, parce que c'est à ce pH-là que la vitamine C va pouvoir passer au travers de la barrière cutanée. Donc vous avez celui de chez Geek & Gorgeous qui est excellent, vous en avez un plus cher, c'est celui de chez Paula's Choice. Je vous invite plus que fortement à le commander uniquement sur Internet. Pareil pour le Geek & Gorgeous, allez directement sur le site de la marque parce qu'en fait la production elle est fraîche. Si vous allez me l'acheter en magasin, probablement qu'il sera oxydé. Après, vous avez celui qui a été le premier et qui a le plus de données scientifiques, c'est le CE férulique de chez SkinCeuticals. Le problème, c'est qu'il est souvent oxydé. Quand il est oxydé, vous aurez toujours une action sur l'hyperpigmentation. En revanche, sur le côté oxydant, vous allez sans doute le perdre parce que en fait, ce n'est plus de la vitamine C, mais c'est du
ascorbic acid, c'est un truc comme ça, j'ai un petit peu oublié le nom chimique, mais c'est la forme de vitamine C oxydée qui n'est plus antioxydante. C'est parce que c'est une molécule instable, c'est aussi pour ça qu'elle est aussi efficace. Ensuite, vous avez toute une variété d'ingrédients. Vous avez par exemple le bakuchiol qui est censé augmenter la synthèse de collagène. Le bakuchiol, c'est plus ou moins démontré, mais on n'a pas des données extrêmement solides. Vous avez tout un papier qui est censé démontrer que c'est très très proche du rétinol. Dans la réalité, il y a énormément de contrôles qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent dessus, et on n'a surtout pas beaucoup de données redondantes. Contrairement au rétinol, on a plein de laboratoires indépendants qui l'ont aussi co-démontré. Vous avez aussi tous les peptides. Alors dans les peptides, là, il y a toute une famille incroyable. Celui qui a le plus de chances de fonctionner, c'est par exemple le Matrixyl 3000, qui est en fait une association de deux peptides. Là encore, les études ont été faites par l'industriel qui le produit, donc il ne va pas vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc c'est un petit peu tendancieux, mais en tout cas, quand c'est appliqué au niveau cutané, on a quand même quelques données cliniques pour montrer qu'après, on a effectivement un repulpé de la peau. Donc peut-être que ça passe pas par le collagène, mais en tout cas, ça semble être efficace, mais c'est pas, on va dire, une priorité. Donc si je vous récapitule, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est en skincare, c'est d'abord la protection solaire, pour vraiment finalement protéger son capital aujourd'hui, mais aussi pour demain. Ensuite, c'est le rétinol, parce que là, on a clairement des données qui sont très très jolies. On commence doucement. La vitamine C, faites attention, certaines personnes ne vont pas la tolérer. Et ensuite, ce seront les peptides. La dernière chose, ce serait les dérivés de vitamine C, en particulier un qui s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate. En fait, c'est une molécule de vitamine C sur laquelle on a... les chimistes, en fait, ont lié 4 groupements qu'on appelle des groupements palmitates, qui sont en fait des groupes qui permettraient à la vitamine C de passer au travers de la barrière cutanée. Effectivement, on a un joli article d'une équipe japonaise qui a montré que sur des explants de peau, donc c'est un modèle in vitro de peau humaine, en fait, que ça passe au travers de la barrière cutanée. Donc en tout cas, c'est celui qui semble être le plus prometteur, contrairement aux autres dérivés qui probablement ne passeraient pas la barrière cutanée, ou tout du moins on n'a pas de données. Donc celui-ci, si jamais vous faites partie de ces personnes où la vitamine C, ça ne passe pas, parce que pH acide, donc égale irritation, ça peut être une bonne idée. Un que moi j'aime beaucoup et qui est pas cher du tout, c'est celui de chez The Ordinary, qui est le 20% ascorbyl tétraisopalmitate. Je vais vous le laisser de toute façon dans la description, parce que je sais que c'est un nom qui se dévisse. Et maintenant, on va passer sur une partie qui est très intéressante, c'est en fait quelles sont les techniques en médecine esthétique qui existent pour stimuler la production de collagène. Donc, je suis en compagnie avec le docteur Sophie Couvet. Bonjour. Bonjour Cyril. C'est un plaisir de t'avoir ici sur ma chaîne. En fait, on s'est rencontrés lors d'un événement avec Dermaceutique qui fêtait, je crois, alors 25 ans. 25 ans, je ne sais plus, 20 ans ou 25 ans. 20 ans peut-être, c'est un chiffre rond. Et comme on dit, le courant est tout de suite passé entre nous. Et on a déjà fait un live d'ailleurs sur ton compte Instagram. Je vais vous laisser d'ailleurs le lien dans la description où justement on vous parlait de l'importance et de la synergie en fait finalement entre le champ de la médecine esthétique et aussi le soin de la peau pour finalement en fait vous montrer, c'est aussi le but de cette vidéo, qu'il faut avoir une vision en fait très globale de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du cosmétique, c'est pas juste de la médecine esthétique, et on pourrait même d'ailleurs rajouter, ce que j'en ai pas parlé, de tout l'aspect même alimentaire et hygiène de vie dont tu pourrais d'ailleurs parler, quoi. Tout à fait. Donc, Cyril a bien introduit les choses. Alors moi, je suis médecin esthétique sur Bordeaux et l'objet de la vidéo, c'est le collagène. Donc, je voulais simplement rappeler que le collagène, c'est une protéine structurelle qui fait partie entièrement de nos organes. Ça représente 70% des protéines totales de notre peau et 30 à 35% des protéines totales de notre corps. Parce que on n'en trouve pas seulement dans la peau, on en trouve également dans les tendons, dans les cartilages, dans les os. Ça fait vraiment partie de ce qui donne la structure à la peau, aux tendons, etc. À partir de 25 ans, on perd à peu près 1 à 1,5% de ces protéines. De ce fait, il en résulte un relâchement cutané, l'apparition de plis d'accumulation, que sont les sillons nasogéniens. Je le rappelle, les sillons nasogéniens ne sont pas des rides qu'il faut combler, c'est juste la résultante du relâchement de la peau. Donc arrêtez de vouloir faire combler vos sillons, on ne le fera pas. Également, il en résulte les rides de surface. Et après, il y a une autre catégorie du vieillissement qui correspond à la perte de volume. Ça, c'est pas trop en rapport avec le collagène, c'est plus au niveau de l'hypoderme.
En médecine esthétique et régénérative, j'insiste là-dessus parce qu'on est aujourd'hui sur une nouvelle ère, j'ai envie de dire, et je suis très fière de faire partie de cette nouvelle génération de médecins esthétiques qui pratiquent la médecine régénérative. Le seul but de toutes les techniques qu'on utilise, c'est de stimuler ce collagène. Par quelle voie? Donc il y a différentes possibilités selon ce que vous voulez et selon l'éviction sociale que vous ne voulez ou pas. Parce que selon les techniques, il y aura des évictions sociales. Les techniques les moins invalidantes qu'on utilise, pour commencer, sont les peelings. Donc tu avais fait, Cyril, une story très intéressante là-dessus, en distinguant les peelings qu'on peut faire à la maison des peelings médicaux. Ce ne sont pas les mêmes concentrations, ce ne sont pas les mêmes pH. Ne vous amusez pas à faire de peelings médicaux à la maison. Normalement, ce n'est pas vendu, mais je sais que malheureusement, on trouve beaucoup de choses sur Internet, donc prudence. Tout à fait. Le peeling, grossièrement, c'est quoi? C'est une desquamation des cellules superficielles de la peau. Ça va de ce fait obliger le fibroblast à sécréter le collagène pour renouveler au fait ces cellules. Donc aujourd'hui on a fait quand même beaucoup de progrès sur les peelings et des peelings qui sont modifiés. Je pense notamment au TCA modifié que j'utilise beaucoup, modifié à l'acide salicylique ou autre, mais qui permettent cet effet biorevitalisant sans avoir une desquamation de peau et être défiguré. Donc on a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a d'autres peelings, les acides de fruits, il y a le rétinol, voilà, tout dépend ce que le médecin. Différentes associations. Voilà. Ensuite, après le peeling, il y a le microneedling. Alors, microneedling, on peut l'associer ou non à la radiofréquence. Le microneedling simple, associé en général à des sérums revitalisants et hydratants, est très efficace parce qu'il va créer des micro-puits, des sortes de lésions contrôlées, de façon à obliger le fibroblast à venir cicatriser et à venir combler ce vide créé par les puits. Donc, il va stimuler le fibroblast qui va créer du collagène et de l'élastine et venir combler effectivement ces petits micro-puits. On peut associer le microneedling à de la radiofréquence. La radiofréquence va venir chauffer tout simplement le derme et le fibroblast qui va également être stimulé par la chauffe et sécréter également du collagène, de l'élastine. Petit mot sur le microneedling. J'ai beaucoup de patients qui me posent la question, docteur, je vais faire un microneedling chez un non-médecin, etc. Prudence, selon le niveau auquel on descend, il peut y avoir des troubles de la pigmentation. Donc, confiez votre visage à un professionnel. Voilà, évitez d'aller voir des non-médecins parce qu'on peut descendre de 0,1 à 3 mm. 3 mm, c'est très profond. Et si on fait n'importe quoi, il y a des rebonds pigmentaires, même des risques d'infection. Voilà. Donc protégez-vous et faites attention à ça. Autre chose, je parlais des injections. Alors, les inducteurs collagéniques, ça fait à peu près 20 ans que ça existe. On a quand même beaucoup de recul dessus. Qu'est-ce qu'un inducteur collagénique? Ce sont des sphères, des sortes de sphères contenues dans un gel de cellulose. Ces microsphères peuvent être de différentes natures. Il y a l'hydroxyapatite de calcium, il y a l'acide alkylylactique, il y a le polycaprolactone, et les macrophages vont venir digérer ces petites vésicules, et en l'espace de 6 semaines, les produits issus de cette dégradation vont venir stimuler les fibroblastes qui vont de ce fait faire du collagène et de l'élastine. L'avantage de ces inducteurs collagéniques, c'est que ça ne va pas vous apporter ce volume dont beaucoup ont peur. Contrairement à l'acide hyaluronique qui a tendance à gonfler les visages, les inducteurs collagéniques, eux, ne vont simplement mettre en place qu'une néocollagénèse. Donc on est vraiment sur un lifting médical, voilà, mais qui prend du temps. En médecine régénérative, il faut être patient. Il faut arrêter avec cette médecine palliative qu'on faisait beaucoup il y a 20 ans, parce qu'on ne connaissait pas encore toutes ce fibroblastes et collagène. On ne faisait que gonfler les visages. Pourquoi? C'est un peu comme un ballon, un ballon qu'on gonfle, et petit à petit, la peau se tend parce qu'on fait que le gonfler. On devient dysmorphe. Donc il faut arrêter avec ça. Donc j'ai parlé des inducteurs collagéniques, et il y a également les fils tenseurs que j'aime beaucoup parce que les fils tenseurs vont avoir une double action. Ils vont avoir une action de replacer immédiatement le volume qui est descendu, et dans le fil tenseur, il peut être fait avec du PDO ou de l'acide polycaprolactone et de l'acide alkylylactique également. Et ce sont des inducteurs collagéniques eux-mêmes. Donc quand ils vont être dégradés, ils vont de ce fait également stimuler
le fibroblast. Donc c'est vrai que les fils tenseurs, j'aime beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces techniques dont je vous ai parlé, ben, on les combine. Et c'est en combinant les techniques qu'on arrive à avoir de très très beaux résultats qui durent dans le temps. J'avais oublié quelque chose, il y a le laser et la lampe flash aussi, l'IPL, que j'aime beaucoup, qui est vraiment le couteau suisse en médecine régénérative et médecine esthétique, parce que l'IPL va couvrir une certaine longueur d'onde de 400 nanomètres à 1400 nanomètres et permettra de traiter à la fois les taches, à la fois la coupe rose et fera également la photorégénération. Il faut faire attention au laser parce que c'est très opérateur dépendant. On a entre nos mains une véritable Ferrari, donc si on n'a pas un conducteur chevronné, on peut faire des bêtises. Donc prudence avec ça également, allez voir des médecins, n'allez pas voir des non-médecins. Et en général, les personnes non-médecins n'ont pas des iPads de qualité parce que c'est des machines qui sont bridées ou achetées sur des sites frauduleux. Donc prudence. Et il y a aussi les lasers, donc les lasers soit ablatifs, non fractionnés, qui vont venir créer des puits de coagulation sans éviction sociale, ou alors des lasers fractionnés dont on parlait tout à l'heure Cyril, avec le CO2 par exemple, qui nécessiteront eux une éviction sociale. Donc voilà, autant dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent en médecine régénérative. Faites-vous bien conseiller, on ne peut pas tout faire. Déjà parce que la peau ne tolérerait pas de tout faire. Mais je sais que c'est un budget, mais si ce qu'il y a de peu à faire, faites-le quand même. Même si c'est un petit peu, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on arrive à avoir de beaux résultats. Voilà. Donc plutôt que de se dire, bah, c'est foutu, j'aurai jamais de toute façon le temps ni l'argent, non. C'est ce qui est à prendre est à prendre. Et puis, vous mettez de côté et vous mettez pas en difficulté, ce que je dis à mes patients, financières pour faire ça. Nous, on saura vous orienter vers des soins adaptés à votre peau, à votre budget. Voilà. Et je pense que l'élément le plus important, c'est que souvent, on voit la médecine esthétique, exactement comme tu disais, comme quelque chose de correctif. Mais n'oubliez pas, c'est ce que Sophie vient de vous expliquer, en fait, c'est de passer en fait de ce côté qu'on avait du mal d'ailleurs à comprendre au début, qu'on comprend toujours pas en biologie, c'est on a une cicatrice, comme quand vous coupez, vous avez une marque indélébile, et au contraire stimuler les capacités en fait de notre propre corps à se régénérer et à repartir en fait à cet état initial. Et toutes ces techniques-là combinées, dont le soin de la peau d'ailleurs et la protection solaire, en fait, c'est cette idée-là, c'est de partir vers la régénération en fait et vraiment aider en fait votre corps à retourner dans cet état initial de comme quand on était en fait finalement plus jeune. C'est exactement ça l'idée, quoi. Exactement, c'est ce que j'explique. Quand vous voyez un bébé, il attire la lumière partout. Un bébé, il n'a aucune zone d'ombre. Le vieillissement, qu'est-ce que c'est? C'est la création de ces zones d'ombre par perte de volume. Donc, on a les joues qui se creusent, par relâchement de la peau avec la création de plis d'accumulation. Donc, l'idée de la médecine régénérative, c'est effectivement de régénérer, de recapter la lumière. On cherche tous à être dans la lumière. Et je pense qu'il ne faut pas commencer trop tard. Je sais que souvent, oh, mais je suis trop jeune. Je pense qu'on n'est jamais trop jeune pour commencer à prendre soin de soi, déjà, par les routines skincare. Et puis, les inducteurs collagéniques, les lasers, ce ne sont pas des choses qui vont vous transformer parce que, encore une fois, on n'est pas là pour transformer les visages, on est là pour vous accompagner dans votre vieillissement. Donc, n'attendez pas d'avoir des rides, des plis d'accumulation, une peau abîmée. Et même si c'est le cas, ce n'est pas trop tard. Ce sera un peu plus long, mais on y arrivera quand même. Seulement, il faut de patience. Écoute, merci beaucoup Sophie. Merci à toi Cyril, ravi. Moi aussi, je vais vous relaisser comme je vous l'ai dit le live qu'on avait fait ensemble, qui est sur ton compte. Je vais aussi laisser ton compte Instagram. Tu parles aussi de beaucoup de techniques et de choses que tu fais tout simplement à ta clinique. Tout à fait. Et également beaucoup de concepts, parce qu'on vous en a pas parlé un petit peu sur l'hygiène de vie, parce qu'évidemment tout ça c'est un tout, c'est important de ne pas fumer par exemple. C'est la base. Faites attention avec l'alcool, bouger aussi, ne serait-ce que marcher, avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, ce genre de choses. Évidemment, tout ça fait partie d'un tout. Je pense que l'élément le plus important, c'est arrêter en fait d'opposer les choses. Ne vous dites pas que c'est que de la médecine esthétique, que c'est que du soin de la peau, que c'est que sinon en fait tout ça, finalement, c'est un ensemble, ce sont des outils en fait. Et des façons de vous faire du bien et aussi de vous préserver, quoi. Tout à fait, oui, on est sur cette notion de prise en charge holistique. Et moi, comme je dis, quand les patients viennent à la clinique, je suis pas seulement un carrossier, je suis un garagiste. Donc, j'ai pas seulement m'occuper de votre enveloppe corporelle, je m'occupe également de votre santé à l'intérieur. Donc, il y a cette notion de santé esthétique qui émerge. Et il faut absolument qu'on soit porteur de ce message.
Écoute, merci beaucoup. Merci, Cyril. Avec plaisir. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce bleu. Je vous invite à commenter. Je pense que tu pourras aussi répondre aux commentaires, parce qu'évidemment tous les commentaires qui seront liés à des questions médicales, c'est pour Sophie, c'est pas pour moi. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Only knows, only knows.